Bonjour à toutes et à tous. On a parlé hier du nouveau film de Wes Anderson et donc aujourd'hui on s'est dit qu'on ferait un split screen dans la vidéo pour lui rendre hommage puisque nous l'avons tous aimé et Josué, toi y compris puisque tu as écrit un texte sur le film. Mais nous parlons aujourd'hui du nouveau film de Marco Bellocchio, Rapito, L'Enlèvement, en français, présenté en compétition un an après que sa série Esterno Noté était montrée en séance spéciale ici au Festival de Cannes. Josué, qu'as-tu pensé de L'Enlèvement ? Alors moi je suis un peu embarrassé parce que je dois dire au-delà de ce que je pense de Marco Bellocchio, je constate que j'ai du mal à comprendre l'enthousiasme que suscitent ces films et quelque part ça a toujours été le cas, c'est-à-dire je ne comprends pas l'enthousiasme cannois de Vincere, j'ai pas compris Le Traître, je trouve aussi Esterno Noté même si la série a des qualités pas tout à fait à la hauteur de la réputation qu'on lui a faite. Et là, je pense que ça va être un peu la même histoire, c'est-à-dire que moi, c'est pas du tout un film que je déteste, loin de là. C'est même un des Bellocchio quelque part de ces dernières années que je préfère. Mais ce que j'aime à l'intérieur est quand même assez petit, assez en marge. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait considérer que le film s'inscrit dans une série de drames historiques, mais aussi, je pense, dans la droite lignée d'Esterno Noté. D'ailleurs, il y a des acteurs qu'on retrouve, hein, à la fois le prêtre qui commande. Alors, pour expliquer, en gros, très rapidement, hein, c'est l'histoire d'un enfant juif qui est arraché. Alors, Feletti, c'est le prêtre, c'est pas l'enfant. L'histoire d'un enfant juif qui est arraché à sa famille parce que l'Église découvre qu'en fait, il a été baptisé lorsqu'il avait 6 mois. À son insu. À son insu, et donc c'est une affaire tous les baptêmes, cela dit, mais oui, enfin sauf en tout cas les baptêmes enfantins. Et donc c'est une affaire qui a un peu embrasé l'Italie et plus encore l'Europe à l'époque. Et disons que alors, on retrouve des acteurs, je disais, des Esterno Noté, dont notamment le prêtre, le père aussi qui joue le ministère de l'Intérieur dans Esterno Noté, le personnage de l'avocat aussi à la fin, et qui a un peu cette même tentation, je pense, de vouloir partir d'un fait divers parce que c'est un fait divers avant presque d'être un fait historique, qui permet de passer en revue un certain nombre de microcosmes à l'intérieur de la société de l'époque, c'est-à-dire qu'on voit à la fois le Vatican, on voit les syndicats de communautés juives, on voit l'endoctrinement aussi des jeunes juifs qui sont convertis un peu avec le cerveau lavé. On voit tout ça. Ceci dit, je pense que là, ce qui l'intéresse vraiment, et c'est là que je trouve le film le plus réussi, ça serait quelque part un pur enjeu de mélodrame, c'est-à-dire un enfant arraché au bras de ses parents et un enfant qui, on ne sait pas vraiment s'il est dans une posture de résistance par rapport à cet endoctrinement ou s'il est la victime d'un syndrome de Stockholm. Hein. C'est un peu tout le nœud du film s'articule autour de ça. Et je trouve qu'à cet endroit, il y a des choses assez subtiles. Par exemple, le film démarre dans un clair-obscur. Dans une Bologne un peu plongée dans la nuit, et toute la partie où il est encore avec ses parents, même si d'emblée la première scène c'est des gendarmes qui arrivent et qui annoncent qu'ils vont prendre l'enfant, il y a un côté vraiment plongé dans la semi-obscurité, et quand l'enfant part de Bologne et arrive au Vatican, tout d'un coup il y a une ouverture à la lumière, donc il y aurait presque une manière de renverser l'épaule entre le monde de l'ombre et le monde de la lumière. Le monde de la lumière, ce serait le monde de la foi catholique et des kidnappeurs, donc il y a là quelque chose d'un peu intriguant qui se joue. Et puis il y aurait des idées de mise en scène, simplement par exemple, il y a une idée assez forte, c'est que quand les parents viennent à Rome pour voir leur enfant, ils sont dans un espèce de lieu intermédiaire, on voit bien que c'est presque un sas quelque part, qui est le parloir, et dans la composition de la scène, assez distinctement, il y a un cadre du Christ qui est en train de remplacer et de surplomber la position des parents. Et c'est intéressant parce que là, il y a quelque chose qui se trouve un peu, notamment quand la mère arrive, c'est presque un fantôme, elle est recouverte d'un voile noir, donc elle a cette espèce de puissance un peu ténébreuse à l'intérieur d'un film qui est tout d'un coup un peu plus lumineux. Et l'enfant aussi un peu en cette de pôle-là. Donc là, il y a quelque chose que je trouve une pure pulsion mélodramatique sur vraiment un enfant, par ailleurs, assez impressionnant, hein, qui est marqué, qui a le visage impassible, et cette indécision-là, et cet enfant arraché à ses parents, il y a des 2-3 scènes de mélodrame que je trouve quand même assez poignantes, et qui font que le film m'intéresse peut-être un peu plus que d'autres Bellocchio, mais je pense que comme toi, je reste globalement un peu mitigé. Oui, effectivement, moi c'est un film que je trouve parfois un peu ronflant, un peu académique, quoi, qui déroule un petit peu son scénario, qui d'ailleurs était passé entre les mains de Steven Spielberg il y a quelques années. On fantasme un peu ce film parfois, et on comprend pourquoi d'ailleurs Spielberg était intéressé par ce scénario, mais c'est vrai qu'il y a au cœur du film quelque chose qui dépasse le sujet, sur ce caractère un peu schizophrène du récit, donc tiraillé entre deux religions, et sur cet enfant dont on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense exactement. Et l'acteur, et d'ailleurs l'acteur enfant est assez génial. Et voilà, il y a comme ça beaucoup de scènes où on ne sait pas exactement si il reste juif
en son fort intérieur, ou s'il adhère complètement à la religion catholique qui est présentée ici comme vraiment très attrayante, presque comment dire, avec tout son faste, puisqu'il il rejoint voilà, une sorte d'orphelinat à l'intérieur du Vatican, donc il a les meilleurs précepteurs quelque part, mais oui. Oui, voilà, exactement. Où chaque enfant démontre d'un zèle pas possible dans la religion, ce qui est assez drôle à voir. Enfin, il en fait quelque chose de presque drôle en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Et en fait, le film travaille dans sa forme et notamment dans son montage ces parallèles avec énormément d'effets miroirs, donc plus ou moins heureux. Parfois, c'est un peu surligné, comme cette scène de procès qui a lieu à Bologne et qui est montrée en même temps que la confirmation forcée du jeune Edgardo, mais à d'autres endroits, simplement peut-être sur des motifs, ça fonctionne un peu mieux. Il y a par exemple... Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en gros il y aurait un peu deux principes esthétiques qui gouvernent tout le film. Ce serait le jeu d'écho, par exemple au début du film le personnage se cache sous les jupes de sa mère, plus tard il va se cacher sous la soutane du pape, et il y aurait, je pense, la figure vraiment qui intéresse le plus Bellocchio, et c'est pas anodin, c'est un truc qui circule dans tous ces films, je pense, c'est vraiment le montage alterné. C'est un cinéaste du montage alterné. Et à la fois ce montage alterné il est paradoxal parce que ça produit quelque chose de rythmiquement par endroits intéressant. Je pense notamment à la scène du procès. Alors toi je sais que t'aimes un peu moins cette scène, mais il y a un moment où le père est presque meurtri moins tant par le résultat du procès que par la confirmation de son fils, et il y a quelque chose vraiment d'une espèce de blessure intérieure, de déchirure, et d'ailleurs c'est le dernier plan où on verra véritablement le personnage vivant, et par d'autres endroits en fait je trouve ça un peu surligné, un peu balourd, c'est un peu ce qui rend aussi le film difficile à circonscrire, c'est à dire qu'il y a des moments de modestement réussis de mélodrame et d'autres moments où quand même la mise en scène est soit un tantinet académique, soit surligne un peu grossièrement ce qu'elle essaie de raconter. Oui, mais je me rends compte en parlant avec toi que ça raconte quand même quelque chose d'intéressant, ces points d'écho. Tu parlais de la soutane de la mère et de la soutane du pape, enfin de la robe de la mère et de la soutane du pape. Il y a un autre plan à la fin du film, enfin et deux autres plans à la fin du film qui mettent aussi ces deux personnages en parallèle, donc le pape et la mère d'Edgardo. Et en fait, vers la fin du récit, il y a aussi le frère d'Edgardo qui le retrouve et qui lui dit quelque chose d'assez intéressant, qui rejette un peu les cartes sur la table, et qui lui dit mais moi en fait je m'en fous de si t'es juif ou t'es chrétien, ce qu'il y a c'est que tu as quitté tes parents. Et en fait c'est là où tu as raison de voir dans le film un mélodrame. On se rend bien compte que ce qu'il cherchait dans le pape c'était un père, et pareil ce qui l'attache à la religion juive c'est simplement sa mère. Et là à cet endroit là il y a quelque chose d'assez beau, mais il y a vraiment un truc un peu comique, c'est-à-dire moi je trouve pas les scènes super réussies, mais il y a des espèces de caricatures sur le pape, et notamment où on imagine une circoncision du pape, et en même temps les caricatures font un peu penser aussi à une scène d'accouchement. Il y aurait cette idée que le pape serait aussi potentiellement une espèce de mère de substitution, vers lequel on courait dans les jupons. Et après il fait un cauchemar de cette scène, le pape fait un cauchemar de cette scène, et encore une fois point d'écho plus tard dans le récit, le jeune Edgardo rêve que ses parents viennent le retrouver, et dans son lit, plus réussie, voilà, oui, voilà, filmé avec un peu un jeu d'ombre à travers les lits à baldaquin, ce qui est plutôt réussi. Mais pour revenir un peu à la forme, il y a non seulement le côté un peu académique, c'est vrai que c'est Bellocchio multiplie disons les simples travelling qui suivent les personnages dans des couloirs, puis des chants contre chants en langue focale. Moi je dois dire que surtout en festival de cinéma, au fur et à mesure je deviens un peu plus allergique à la langue focale, mais ça c'est des goûts personnels bien sûr, mais voilà, il y a quelque chose d'intéressant dans la forme que moi je trouve un peu grossier par endroits, mais qui en tout cas est quand même assez neuf, enfin assez neuf, en tout cas assez iconoclaste au sein des films qu'on a pu voir ici. C'est que le film est quand même traité comme une pièce musicale. La musique est presque toujours présente, extrêmement stridente, extrêmement comment dire, elle a un héritage très fort de la musique, il y a une dimension classique. Oui, en fait. Il y a une dimension d'opéra, et il y a une dimension presque de danse parfois. Prenons pour exemple vers la fin du récit, enfin non pas vers le milieu plutôt, pardon, quand on montre la révolte à Bologne contre
l'église catholique. La date apparaît, la musique commence, et là on voit dans une salle débouler plein de prêtres, de nonnes, révoltés. Voilà. Ah non, et en fait, on voit d'abord les prêtres et les nonnes chercher un peu leur sortie. Oui, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement chorégraphié dans cette scène, et voilà, on sent un peu parce que c'est le doyen de la compétition aussi, Bellocchio, qui a comme ça une espèce de cinéphilie et de rapport un peu de classiciste, quoi, comme ça, qu'il essaye un peu d'enrober le film dans quelque chose comme ça de très net, de classique, quoi, qui moi me convainc pas toujours, mais néanmoins dans la forme, je trouve. Mais voilà, c'est ça. Non, mais je crois qu'on ça ressemble à une conclusion. Ça ressemble à une conclusion. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle bulle canoise.